jeudi 14 décembre 2017, et déjà on est le 14 décembre 2017, bientôt le 24, et de nouveau l'épreuve d'une solitude mal assumée. Et voilà donc cette intervention à laquelle j'ai pensé, le temps du plein et le temps du vide. Évidemment, en faisant référence au 24 et au 25 décembre, cela aussi renvoie à un sentiment d'isolement que j'ai éprouvé à maintes reprises. Donc, je ne sais pas ce qui se passe apparemment dans cette histoire de voyage qu'est la vie. En fait, avec un moment donné, on arrive à une période de sa vie où on a plus présent devant soi son passé que son présent, et encore moins son avenir. Et finalement, ce passé qui est là, qui devient de plus en plus référentiel, de plus en plus, j'allais dire, on est dans la mémoire, dans la remémoration, on est un peu dans le refuge aussi. On se refuge dans ce passé parce qu'il est totalement parce qu'il est totalement ce passé est totalement comment dire est revécu de façon assez particulière, assez interpellative ou interpellante. Comment puis-je trouver matière à vie dans le passé, matière à référence, matière à, comment dire, à plaisir dans le passé, alors que, a priori, je dois vivre mon présent pour justement en constituer une nouvelle matière, peut-être à référence. Et si j'ai un passé complètement non vécu, en fait, ou invécu, alors je suis en train de construire des blancs, je suis en train d'édifier, comment dire, de laisser vide des cases entières. La mémoire aussi a besoin de nouvelles références, de nouvelles, comment dire, de nouvelles, ce n'est pas terre, de nouveaux territoires. Alors donc, je ne sais pas comment, le territoire ou la période de le sentiment d'avoir du plein, je ne sais plus quel était le propos du départ, quel était le titre, peut-être c'était celui-là, le sentiment de plein et le sentiment de vide. Et finalement, l'enfance, parce qu'il s'agit d'enfance et de ce qu'on appelle aussi l'adolescence, deviennent des références ultimes, absolues. Peut-être un peu le début, parce que le début de la jeunesse, le début, la rupture, la quittance du foyer, la quittance du pays d'origine, etc. Mais ça n'a pas le côté quantitatif et le côté plein. Et, évidemment, je ne suis pas seul dans cette affaire, il ne faut pas croire que je n'ai comme référence que moi-même. Et non, c'est une crise profonde. Certains appellent ce temps le temps de la transformation. Nous vivons des temps absolument désastreux, absolument frustrants, absolument impossibles à accepter, dans lesquels nous devons avoir comme référence ultime et que nous-mêmes, et peut-être
le petit entourage que nous avons réussi à constituer malgré toutes les difficultés, les contraintes et les fuites. Parce qu'un entourage, ça fuite énormément. Et donc, nous avons ce sentiment d'être dans le vide. Alors que l'enfance, bien sûr, quand nous devenons un peu âgés, nous avons toujours un peu cette tendance à faire des comparaisons, à trouver un intérêt au temps à nous réclamer du temps passé. Non, mais c'est réellement un problème beaucoup plus global et, j'allais dire, universel. Il y avait une famille élargie comment dire, qui n'était presque infinie. Voilà, j'essaie de faire la liste de tous les gens auxquels nous étions rattachés, cela ferait une centaine ou une centaine de gens, une centaine d'adultes. Il y a des gens que je n'ai jamais vus et j'en ai entendu parler, je ne les ai jamais vus. Il y a des gens qui sont venus chez nous, donc chez mes parents, je les ai vus qu'une fois. Mais c'était cela l'intéressant, c'était qu'à un moment donné, la surprise, il y a quelqu'un qui venait vous voir et ma mère s'isolait pour lui parler parce que souvent c'était les femmes, donc parce que la maison... souvent la maison permettait, la maison qui est souvent le domaine des femmes, et donc les femmes venaient rendre visite à d'autres femmes. Les hommes sont un peu plus, restent à l'extérieur, et les hommes ne sont pas tellement circulants. Les hommes sont un peu plus à l'extérieur, je ne sais pas, ils gardent leur distance, et finalement, ce qui maintient, on le dit souvent, ce qui maintient l'existence et la pérennité d'une famille, ce sont les femmes, parce qu'elles veillent sur le domicile référentiel, mais elles veillent aussi sur une grande partie de la mémoire. Elles constituent une manière d'installer de la permanence. Parce que, voilà, donc finalement, ce plein, et si je me réfère à un autre récit, celui de la maison à la campagne, dans laquelle il y avait des grands-parents, alors aussi des arrière-grands-parents, cette grande maison dans laquelle il y avait des esclaves affranchis, et il y avait donc des enfants, dans laquelle il y avait plusieurs familles qui vivaient. Et puis on m'a raconté que dans la maison de donc cette fois-ci mon grand-père paternel, et il y avait donc des gens qui étaient là. Il y avait des gens qui étaient là. En plus des propriétaires de la ferme, il y avait des gens qui s'installaient chez les gens qui... Je pense qu'ils n'avaient pas spécialement de relations familiales, mais ils s'installaient, ils donnaient un coup de main. Donc il y avait, rien que dans la maison, il y avait des tas de gens que je n'ai pas vus malheureusement, mais il y avait des gens. Alors, quelqu'un dont j'ai regretté la mort, pourquoi lui? Parce qu'il a vécu assez longtemps, j'aurais pu aller le voir, parce qu'il était soit un esclave affranchi, un esclave domestique affranchi, soit un fils d'esclave. Et il aurait pu me rapprocher de ce temps. Il y avait des éléments, il fallait juste aller à leur rencontre, il y avait des tas de gens, et c'est une histoire presque... c'est un millefeuille de gens, de relations, de récits, d'histoires, de correspondances, de parenté, de liens, d'appartenance, d'affiliation. Il y a ce plein au niveau ce qui est la famille, mais il y a aussi ce plein au niveau de ce rapport qu'on avait avec les éléments urbains, avec telle ou telle chose
il y avait une... alors que si je compare par rapport à mes territoires actuels, je n'ai pas d'appartenance, je n'ai pas de lien avec les bâtiments qui se trouvent à côté de chez moi. Donc, je n'ai pas d'histoire à raconter, je n'ai pas, il ne me communique rien. La rue n'est pas un espace public dans lequel les gens se rencontrent. La rue ne permet, elle est là juste pour permettre la circulation, pour permettre de partir d'un point A pour arriver à un point B. Et c'est cela sa fonction. Elle n'a pas pour objet de permettre la rencontre. Il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Ce sentiment de vide et d'un vide encore plus fort, plus péremptoire, plus absolu, plus opaque. Et c'est cela. Et donc finalement le passé, c'est aussi donc la cellule familiale, c'est aussi donc et tous ces gens qui se rajoutent, et puis les occasions, les fêtes, et qu'elles soient évidemment les moments de partage, les moments de joie à l'occasion des fêtes. Puis il y avait des adultes, il y avait des gens qui d'une certaine façon créaient l'événement. Soit il vous amenez quelque part et à ce moment-là vous interagissez avec un lieu que vous connaissiez pas auparavant, et ou alors il vous présentait à des gens, etc., etc. Quand on devient adulte, on est soi-même. Il n'y a plus de passeurs, il n'y a plus d'adultes au-dessus de vous qui vous introduit quelque part. C'est fini, vous devez vous introduire vous-même. Et il se peut que dans cette opération, vous échouez complètement. Donc c'est un moment donné de quoi vous pouvez vous réclamer. Il n'y a pas d'histoire, il ne se passe rien. On ne peut pas se réclamer de la Coupe du Monde gagnée ici. Non, on ne peut pas se réclamer de quoi. Le seul moment dans lequel il y a un peu de circulation entre les gens, c'est l'occasion du Nouvel An. Les gens qui ne se connaissent pas se souhaitent un peu la bonne année, mais ça passe, c'est quelques minutes, peut-être 1 heure maximum, et pendant laquelle il y a un petit peu se laisser aller, un petit peu. Mais après, on redevient chacun un peu enfermé dans sa propre réalité. Et les temps, donc les temps du plein, c'est des temps qui deviennent, comment dire, facile à habiter, facile à convoquer, même quitte à peut-être aller surdimensionner, mais on prend le risque, il n'y a pas de problème sur investissant un événement. Le problème là aussi, puisque je dis que je surdimensionne, non, le truc qu'il y a eu, c'est que finalement, il faut vivre et on vit longtemps, et pendant toute cette période, il nous arrive des choses, et finalement, nous sommes un peu dans la perte. Et je perds du désir pour certaines choses parce que j'ai déjà eu ce que je voulais. Je perds du désir ou de la comment dire, je perds de l'illusion, je perds de l'envie, je perds de tout. Et en fait, finalement, on perd de ces sentiments qui faisaient que nous allions vers les gens, que nous avions envie d'être avec les gens, parce que nous avons eu le temps de vider ces relations de leur substance, nous avons eu le temps de les dévaloriser, de leur enlever tout intérêt finalement, démystifier la rencontre, la rendre quelconque, banale. Qu'est-ce que cet être qui vient va m'apporter? A-t-il vraiment pour moi un moyen pour me permettre de mieux vivre? A-t-il une solution? A-t-il
une potion est-il un remède à mes interrogations profondes? Non, cet être, c'est encore un être comme tant d'autres. Il est juste là, il a envie de raconter sa vie, c'est ce qui l'intéresse de se raconter. Et il ne voit les choses qu'à partir de lui-même, qu'à partir de sa propre expérience. Et il est aussi limité que tous les autres. Alors finalement, donc, il y a un désinvestissement vis-à-vis des autres, mais le pire dans cette histoire de vie, ce qui nous arrive, finalement, la vie que nous menons, quand nous sommes un peu affranchis de la tutelle parentale, que nous accédons au statut de majeur, pof, cette illusion de la majorité, que nous insistons, que nous accédons au statut d'adulte et que nous pouvons nous prévaloir d'être nous aussi des êtres productifs, de toutes sortes de choses, que nous pouvons produire du langage, du savoir, même des choses concrètes, que nous pouvons nous aussi avoir les moyens de notre autonomie, avoir les moyens de réaliser ce qui nous donne envie, etc., etc. Et finalement, notre espérance de vie est assez longue, mais il faudrait presque vivre que jusqu'à 20 ans maximum, parce que le reste n'est que abondant et vide sur vide, des désillusions et des investissements et des sacralisations, etc., etc. Finalement, cette famille a grandi, beaucoup de ses membres sont morts alors qu'il est, sont morts, et leurs rejetants, leurs descendants n'ont pas pris la relève. Il n'y a pas de lien avec les descendants de ceux qui faisaient la famille un peu non pas symbolique, mais un peu abstraite, mais qui existait quand même. Et il n'y a pas de lien. Et puis même avec un certain nombre de ses descendants, il y a des liens, mais des liens d'hostilité. Et puis il y a ou d'indifférence, et puis il y a cette image de banalisation, voire cette épreuve de banalisation, voire de mise en accusation des adultes qui ont constitué un peu le monde référentiel. Plus nous passons du temps, plus nous apprenons des choses sur ces adultes qui étaient importants à nos yeux, puisque nous les désacralisons, nous les rabaissons, nous les rendons quelconques, nous les rendons moyens, voire médiocres, voire méchants, voire criminels. Il y a cette opération qui se fait un peu malgré nous. Nous sommes contraints de voir les gens tels qu'ils ont été. Celui qui était censé être un modèle se révèle finalement quelqu'un de tout à fait restreint. Il n'était pas aussi généreux qu'on l'imaginait, il n'était pas aussi bienveillant qu'on le pensait, il n'était pas aussi exemplaire qu'on pouvait le désirer finalement. Il y a des éléments. Alors, évidemment, ces gens qu'on désacralise, ils sont morts, ils ne peuvent pas se défendre, et on voit aussi comment dire, cette œuvre de banalisation. Il y a plusieurs processus en même temps. Donc il y a un temps qui était un peu le temps paradisiaque, le temps référentiel idéal. Et puis il y a le temps de l'arrivée dans l'âge adulte, qui est le temps de la propre vie de la personne, un peu autonome, un peu indépendante. Mais ce temps-là est marqué par par une sorte de mise en nudité. On est nu face aux autres, on arrive
essaie d'aller vers les autres et on n'a personne pour nous permettre comment dire, de nous sentir en confiance. Il faut aller prendre le risque d'aller déranger une personne pour lui exprimer l'intérêt que nous avons pour elle. Il faut accepter, il y avait l'autorité parentale, mais là on rentre dans un autre domaine, des tas d'autorités qu'il faut respecter, et soit on est un adulte fort, dominant, soit on est un adulte un peu effacé, un peu dominé, et on est face à soi-même, on n'arrive pas à construire ce groupe, ce nouveau groupe d'affiliation, d'appartenance. Nous échouons et nous échouons toujours à fonder une nouvelle famille qui aurait été une famille non pas biologique, mais une famille élective, une famille intellectuelle, une famille symbolique, une famille spirituelle même. On n'arrive pas à fonder cela parce que il nous arrive comme ça quelquefois des accidents de parcours et nous, là où normalement on aurait dû s'incorporer à un groupe, on l'a pas fait parce qu'on soit on a hésité, soit on a trouvé que c'était trop payé et qu'il y avait pour nous une certaine, comment dire, un certain refus de se plier à une nouvelle loi qui nous paraissait trop cher payée par rapport aux bénéfices qu'on allait en retirer. Donc, ma parole, elle n'arrive pas à s'installer, je ne sais pas pourquoi. Donc, dans ces territoires du plein et ces territoires du vide, oui, le vide affectif, voilà, le vide affectif, le vide relationnel. Et c'est vrai que on ne peut pas, évidemment, parler de cela sans faire référence à cette France hostile, à cette France froide, à cette France, d'une certaine façon, indifférente, cette France qui s'en fout, qui désigne des gens selon leurs origines, qui les désignent comme des extériorités, comme d'une certaine façon des surnuméraires, un terme que j'avais un peu actualisé, et oui, comme des gens en trop, comme des gens qui n'ont pas leur place dans ce territoire, et finalement il y a un refus fondamental d'intégrer l'autre, celui qu'on appelle l'autre, de m'intégrer, d'intégrer des gens qui me ressemblent, de les intégrer dans l'espace affectif, symbolique, etc. Et finalement, on se retrouve. Et puis, il y a aussi donc l'époque, sociologiquement parlant, l'époque qui désagrège un peu les liens sociaux, qui finit par les rendre encore plus ténus, encore plus faibles. Bon, il y a les déplacements, on comprend qu'il y a des gens qui changent de lieu, donc d'une certaine façon, la relation s'arrête pour cause de non-proximité, mais il y a aussi des gens qui arrivent à se sortir sans trop de problèmes, de liens qu'ils avaient auparavant, et des gens qui démissionnent de votre vie et qui s'en vont ailleurs, comme si les amis de sa prime jeunesse n'étaient pas les amis avec lesquels on allait vieillir, on allait passer toute la vie, d'une certaine façon, des amis d'une époque, et comme si on était, d'une certaine façon, destiné à être laissé derrière, comme la jeunesse qu'on laisse derrière, comme les années d'apprentissage qu'on laisse derrière, comme si nous n'étions
qu'une première expérience, et que l'expérience, la vraie, l'expérience essentielle a débuté après notre passage. Et donc voilà, il y a des choses que je n'arrive pas à formuler, je ne sais pourquoi. Et c'est intéressant parce qu'en fait, finalement, on imagine qu'un thème va être porteur de suite, qu'il est comme ça donné. Il suffit de le vouloir et les mots vont arriver automatiquement et les mots ne viennent pas. Alors, et puis même la diction, puis même un peu il n'y a pas de plaisir, c'est ça le truc. Il peut ne pas y avoir de plaisir en fait de traiter d'un thème, alors que là c'est un thème, c'est du vécu, c'est ça le problème. C'est que je vis des moments de vie qui ont tendance à se pérenniser de plus en plus, à devenir ma réalité. Et c'est vrai que je ne suis pas trop dans la remémoration ces temps-ci, mais fondamentalement, je vais y revenir. Je ne peux pas m'échapper. À un moment donné, il y a des scènes fondamentales. Je peux mettre en avant une visite d'une femme, et puis ma mère parlant à une femme, puis qui c'est celle-là? C'est une telle. Voilà, c'est une telle, c'est une parente proche, donc du côté de ma mère. Et puis toutes ces femmes, malheureusement, beaucoup sont mortes, atteintes par le cancer des seins. Et finalement, voilà, on retrouve, comme ça on dit, une parenté, parce qu'elles ont cette tendance à développer cette maladie et qu'elles les emportent. Donc, certains, je les ai perdus bien avant qu'elles ne vieillissent, bien avant que j'ai l'occasion de les connaître. Et puis il y avait je ne peux pas faire le tour, il y avait, là où on allait, on trouvait, il y avait des demeures. Un tel qui habitait là, puis une telle qui habitait là, cette famille là, 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 là. Puis beaucoup sont morts et beaucoup ne sont plus là. Les maisons, certaines sont vides, certaines sont tombées en ruine. Il y a même la maison de mon enfance qui est tombée en ruine. Il y a comme ça, c'est des territoires un peu aussi marqués par un vide, par un certain vide. On ne peut pas le nier, on ne peut pas refuser de voir la vérité telle qu'elle se manifeste aussi. Alors c'est quoi? C'est les territoires du vide, et puis les territoires du vide, c'est du vide sur du vide. Et finalement, il faut faire cette expérience, vivre longtemps, aussi longtemps que moi, juste pour se rendre compte à quel point le vide est réellement une chose concrète, une chose, sentiment de ne plus rien posséder, est un sentiment de ne plus être quelque part, est un sentiment tout à fait normal et tout à fait imposable, et c'est presque un passage obligé, on ne peut pas y échapper. Quand moi j'ai ce sentiment, je ne l'ai pas exactement à l'instant où je parle, c'était juste, ça remontait dans ma tête et je voulais faire le développer. Évidemment, je n'ai pas réussi, je ne suis pas du tout satisfait, mais ça a pris cette coloration. Alors on accepte les choses telles qu'elles se présentent, on essaie d'habiter un propos aussi comment dire, aussi fortement que possible. Des fois on n'y arrive pas, mais s'il vous plaît, ne m'accusez pas, ne me rejetez pas. Et c'est vrai, mon expérience est aussi la vôtre. Le vide est quelque chose qui nous est un peu, comment dire, nous sommes condamnés à ressentir du vide à un moment ou à un autre, à nous sentir sans soutien, sans personne à côté. Ce n'est pas par plaisir que j'aurais envie de me réfugier dans le passé, c'est parce que je suis obligé, je suis poussé
il y a des gens, cela fait 20 ans que je ne les ai pas entendus, que je les ai pas vus, 20 ans, plus de 20 ans même. Et ont-ils plus de légitimité à être présents dans mon discours, à constituer des références, que des gens qui sont morts? Pour moi, ils sont morts, car pour eux, je suis mort aussi. Donc, des gens qui m'ont déclaré mort alors que je suis vivant, je suis obligé moi aussi de les déclarer morts alors qu'ils sont encore vivants. Et puis des gens morts, certains, je veux bien les faire revivre pour les admirer, certains peut-être d'autres pour leur faire des reproches, mais je ne peux pas m'en passer parce qu'il reste des gens qui ne m'ont pas fait du tort, voilà, qui ne m'ont pas rejeté malgré leurs défauts. C'est des gens qui m'acceptaient, c'est des gens qui m'accueillaient, c'est des gens qui m'accordaient du temps, des gens qui ne m'ont pas oublié. Moi, je les ai un peu oubliés, je les ai beaucoup délaissés, mais eux, ils ne m'ont pas oublié. Et c'est des gens qui ne parlaient de moi qu'en bien, et ils me louaient pour des qualités qu'ils supposaient être les miennes. Je ne sais pas si... En tout cas, c'est des gens qui avaient de l'estime, qui avaient de l'amour pour moi. Et c'était un amour, j'allais dire, permanent. Ce n'est pas un amour né d'une rencontre un peu fortuite, un peu accidentelle, et puis, oh, ça suffit, il y a longtemps, on ne me parle plus, je t'aime plus, il y a longtemps que je t'aime plus, alors on ne me parle plus de cela, on ne me parle plus de rien, je ne veux plus te revoir, tu fais plus partie de ma vie, et voilà, un peu, quel intérêt de se réclamer de ces gens-là. Alors finalement, je reviens sur l'idée pour clore, qu'à partir de 20 ans, une certaine date, voilà, disons arbitrairement 20 ans, mais un petit peu, peut-être même un peu avant, on cesse de vivre. Finalement, on n'est plus dans l'espoir, dans le potentiel, on est dans la confirmation, on va être dans la confirmation d'une négation, la confirmation d'une non-existence, la confirmation d'une non-désirance, d'une non-conformité à un moment donné pour ressentir qu'on n'est pas conforme à ce que les autres attendent, qu'on n'est pas de son époque, qu'on n'est pas de sa langue, qu'on n'est pas de ses espérances, qu'on est en fait hors du monde, voilà, hors du monde, vivant juste parce que c'est le processus un peu les processus un peu instinctifs qui sont à l'œuvre, mais rien d'autre. Et je ne sais pas, je suis en colère contre moi-même de ne pas avoir pris suffisamment ce propos au sérieux, de ne pas l'avoir suffisamment habité. Je ne peux pas faire autrement, je suis déjà fatigué, donc j'ai envie d'arrêter. Mais je manque peut-être un peu peut-être un peu de stimulation. On ne peut pas s'attaquer à un propos aussi fort comme cela. J'aurais parlé de politique, ça aurait été plus facile. Alors que là, j'ai affaire à un peu au temps qui passe, au temps qui est passé. J'ai affaire à quelque chose qui est devenu inconsistant. J'essaie de donner corps à des choses sans corps. Donc c'est très difficile d'être dans la bonne évocation, d'être dans la bonne formulation. Et je ne peux être que approximatif, je peux être que maladroit dans ma façon de faire. C'est vrai,
la vie vous apprend à un moment donné, voilà, la vie en France, voilà, aussi pour préciser, apprend à vous taire, à rester à votre place. Puisque vous ne faites plus partie du monde, et puisqu'on vous a exclu d'une façon ou d'une autre, on vous a sorti, alors vous n'avez, vous êtes, comment dire, vous pouvez, vous n'avez comme lieu de refuge que votre propre mémoire avec avec les défaillances qu'elle qu'elle contient obligatoirement. La mémoire n'est que une certaine lecture de ce qui est passé. Il y a des choses dont je me souviens, il y a des choses dont je ne me souviens pas du tout et qui se sont produites. Il y a des choses, oui, je pourrais parler, oui, je me souviens, ça devient quelque chose de totalement, comment dire, un peu flou, mais largement flou depuis un moment. Mon arrière-grand-mère, qui était arrière-grand-mère maternelle et paternelle en même temps, qui me tenait, j'étais assis sur ses jambes et enfin elle me tenait bébé, elle me tenait dans ses bras, donc j'ai je sais pas comment dire, j'étais assis contre son ventre sur ses jambes, donc c'est une image. Et puis voilà, eu enfin plutôt c'est ma grand-mère, mon arrière-grand-mère qui m'a eu entre les bras, et cette arrière-grand-mère que je suis allé visiter au cimetière plusieurs fois. J'allais sur sa tombe, et mais je me sentais pas triste. C'est ça qui était marrant. J'allais sur sa tombe et il y a j'allais comme j'allais sur la tombe de mon grand-père paternel, et je me sentais pas triste. J'étais trop jeune pour la tristesse. C'était toujours, je n'arrivais pas à savoir. J'étais triste, c'est vrai, pour un pigeonneau que j'avais enterré d'ailleurs à côté du grand-père. Et j'étais pas seul. J'avais d'autres enfants qui m'avaient accompagné ce jour-là. J'étais triste parce que c'est la mort, c'est cela. J'avais plus de proximité avec ce pigeonneau qu'avec comme mon grand-parent paternel, qui était lui était assez lointain, qui était une figure un peu qui faisait un peu peur peut-être, qui gardait ses distances, je ne sais pas. En tout cas, c'est cela un peu, voilà. Donc si voilà, pour finir, je dirais, voilà, actuellement, alors où je parle, je peux presque à 99%, je ne peux me réclamer de personne. Je n'ai de relation avec personne. Par contre, donc le territoire du plein, je peux me réclamer d'une série de gens comme ça, sans avoir à me poser de questions. Je peux me réclamer d'une arrière-grand-mère, d'un arrière-grand-père, d'un grand-père maternel ou d'un grand-père paternel, d'une grand-mère, etc. Je peux me réclamer d'un certain nombre de gens. Je sais d'une certaine façon, je sais qu'ils m'appartiennent parce qu'ils ne peuvent pas aller ailleurs. Ils sont dans ma mémoire. Ils y resteront le temps que j'ai ce cerveau vivant. Ils seront toujours là. Alors que les gens que j'ai côtoyés, avec lesquels j'ai essayé de refaire le monde, ces gens-là sont encore là matériellement parlant. Certains sont morts aussi, mais beaucoup sont encore vivants, et pourtant ils me sont inaccessibles. Alors les morts sont plus accessibles que les vivants. C'est un paradoxe comme tant d'autres. Voilà un peu pas l'ultime paradoxe, mais c'est un paradoxe, je dire même pas intéressant, c'est dommage, c'est comme ça. Chacun de nous doit un peu se regarder et faire un peu le bilan, et quand il fait le bilan, il est souvent un peu triste, un peu accablé, un peu désespéré, un peu aussi en colère, mais
Voilà, faisant le bilan des choses, nous sommes face à la, à la cruauté à la cruauté de la chose. Nous avons construit du vide tout autour de nous et c'est nous tous qui avons construit ce monde vide. Nous l'avons vidé de sa substance. Nous sommes coupés les uns les autres et nous devons assumer chacun, il y a selon ses responsabilités. Nous devons assumer le monde que nous avons entre les mains, le monde qui, d'une certaine façon, nous frustre et nous met terriblement mal à l'aise, terriblement ils nous rend terriblement angoissés, terriblement, allez dire, nostalgique, nostalgie un peu obligée, un peu malgré nous.